Notre ami Dr Pio va nous faire, c'est la dernière intervention, et comme je le connais, il n'y aura pas de souci, ça va réveiller beaucoup de choses aussi. Merci pour le présentateur. À toi de jouer. Et puis on verra un petit peu de fin. Merci à tous. Bonsoir. D'abord, je remercie Dominique de m'avoir invité et je remercie Dominique et Guy pour leur travail considérable pour ce symposium. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui, d'habitude, interpelle beaucoup, c'est-à-dire la puissance des émotions. Mais Dominique, j'ai vu, avait rajouté, je vais parler aussi du stress oxydatif. Donc, on ne va pas tout faire parce que ça ferait beaucoup. Mais je vais quand même dire un mot de ce stress oxydatif. Donc, l'être humain, c'est un ensemble de 60 000 à 100 000 milliards de cellules. La cellule, c'est une unité de vie que vous voyez ici. C'est une unité de base, c'est une véritable usine de chimie. Et tout en haut, qui pilote ce gigantesque organisme, cette machine absolument fabuleuse que vous êtes chacun, vous avez ce fameux cerveau. Cerveau fait de 100 milliards de neurones, un ordinateur absolument extraordinaire aussi. Donc il faut comprendre cette complexité absolument fabuleuse de l'être humain. Et nous allons entrer dedans brièvement. Ce que je vais vous dire ce soir est simple, c'est du bon sens, c'est de l'anatomie, c'est de la neuroanatomie, c'est un peu de chimie, mais c'est basique. Je pense que trop souvent, dans les milieux intellectuels, on se perd dans des considérations qui nous font perdre le bon sens. Alors, je vais partir sur Hippocrate, 4 siècles avant Jésus-Christ, qui disait que ton alimentation soit ton premier médicament, d'une part, et d'autre part, la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Si on revient au niveau chimique, puisque l'usine, je vous rappelle que le corps humain, l'être humain, c'est une gigantesque usine de chimie, et c'est pour ça que dans certains pays, on supprime dans la faculté de médecine les cours de chimie, allez comprendre. Derrière l'alimentation, on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a avec nos connaissances actuelles ? Bien sûr, il y a la mastication, il y a la qualité des aliments qu'on mange, bio ou pas, etc., les oméga 3, toutes ces histoires-là, qui sont primordiales. Il y a l'estomac, l'intestin. Dans l'intestin, vous avez la flore intestinale, et je vous conseille de prendre régulièrement des probiotiques. Et vous avez aussi la paroi intestinale qui doit jouer un rôle de filtre d'une part, elle ne doit pas laisser entrer tout ce qui a été digéré, et par ailleurs, ça doit absorber aussi toute une série de molécules, puisque cette chimie, cette usine de chimie colossale que nous sommes, a besoin de carburant pour fonctionner, et aussi elle a besoin de matériaux de base pour construire l'organisme qui, je vous le rappelle, est en perpétuelle construction et déconstruction. Vous avez une phase catabolique où il y a la construction de l'organisme, et une phase anabolique, c'est la phase de construction, et la phase de déconstruction qui est le catabolisme. Donc, la paroi intestinale doit jouer un rôle de protection, puisque le milieu intestinal n'est pas stérile. Les selles sont évidemment hautement pathogènes. Et donc, c'est un milieu microbien extrêmement redoutable. C'est pour ça que de l'autre côté de la paroi intestinale, directement, vous avez le système immunitaire. La grande partie du système immunitaire se trouve derrière l'intestin, de l'autre côté de la paroi. Et puis, donc, il faut absorber toutes les molécules nécessaires, des minéraux, des vitamines, des oligo-éléments, des acides aminés, des sucres, des graisses, etc. Donc, si cette paroi ne fonctionne pas bien, il y a des choses qui se retrouvent dans la cuvette qui ne devraient pas s'y retrouver. Et par contre, il y a des molécules qui passent et qui ne devraient pas passer, et qui, elles, vont aller irriter notre système immunitaire et, à long terme, pouvoir favoriser, entre autres, des maladies auto-immunes. Après, il y a aussi le foie. Le foie, c'est bien sûr une usine de transformation de tas de substances chimiques, de métabolisation des médicaments, d'élimination de toxines, etc. Rien que sur ces éléments que je viens de vous dire, autrefois, nos parents, encore plus nos grands-parents, avaient la sagesse de faire des cures de détoxication, des jeûnes, des nettoyages, des cures de printemps, etc. Et pour la petite histoire, on donnait aussi de la vitamine D, qui est une vitamine plurifonctionnelle, multifonctionnelle. Il n'y a quasi aucun système qui n'utilise pas la vitamine D, et on en parle en médecine juste pour les autres. C'est extrêmement limité. Quand on sait qu'elle est un facteur préventif au niveau des maladies neurodégénératives, qu'elle agit aussi pour réguler le système immunitaire, donc de prévention au niveau des maladies auto-immunes, quand vous voyez que vous donnez parfois une grosse ampoule de vitamine D et que ça suffit de sortir une personne de la dépression, on peut se poser des questions. Je ne dis pas qu'il faut soigner toutes les dépressions par la vitamine D, ce n'est pas ça que je dis, mais l'inverse, ça arrive.
Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour ce qui est de l'alimentation ou du stress oxydatif. C'est quoi le stress oxydatif? C'est un stress chimique. C'est-à-dire que l'organisme, dans toutes les réactions chimiques cellulaires, est capable, va fabriquer des déchets, des substances qui présentent souvent un oxygène instable, qu'on appelle des radicaux libres. Et ces radicaux libres, des raisons biochimiques et chimiques que je ne vais pas expliquer parce que ça entre dans des considérations vraiment au niveau de l'atome et des électrons. Mais ces molécules ont des atomes instables qui vont aller chercher des électrons sur nos bonnes molécules. Donc ces espèces oxygénées, entre autres, il n'y a pas que l'oxygène, vont aller attaquer nos bonnes molécules. Produire ces radicaux libres, c'est-à-dire faire du stress oxydatif, c'est normal. Quand vous avez une infection, vous avez certains globules blancs qui sont capables de libérer de l'eau oxygénée. Mais si on en ferait trop, ça va faire des dégâts. Voyez, dans chaque inflammation, l'inflammation relève du système immunitaire, vous avez des productions de radicaux libres de façon considérable. Mais la machine est extrêmement bien faite. Nous avons les systèmes chimiques, biochimiques, pour éliminer ces radicaux libres. Et je rappelle pour ça, par exemple, l'utilisation des oligoéléments, de donner du manganèse, du cuivre, du sélénium, du zinc, eh bien, c'est donner ces oligoéléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement de nos enzymes antioxydants. Parce que cette chimie, c'est évident pour un certain nombre d'entre vous, mais je le dis quand même, cette chimie de l'organisme est catalysée par ce qu'on appelle des enzymes. Les enzymes, ce sont des protéines que nous synthétisons en fonction de notre patrimoine génétique, donc nous ne sommes pas équivalents dans nos capacités enzymatiques, notamment au niveau du foie. Ce qui vous laisse penser que quand vous donnez un médicament, vous ne savez jamais comment le patient va pouvoir l'éliminer. Et ça fait des dégâts même mortels. Donc, nous avons des systèmes enzymatiques capables de catalyser ces réactions chimiques qui se passent pour qu'elles se passent de façon extrêmement rapide, c'est-à-dire et à basse température. Si nous n'avions pas ces systèmes catalytiques, nous chaufferions de façon absolument inconsidérée et incompatible avec la vie. Mais ces enzymes, pour bien fonctionner, vont avoir besoin de ce qu'on appelle des coenzymes. Et ces fameux coenzymes, ce sont les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, et puis d'autres facteurs, d'autres substances antioxydantes, l'acide alpha-lipoïque, quelque chose comme ça. Je n'entre pas dans ces considérations-là, ça mènerait beaucoup trop loin. Mais vous voyez l'utilité. Tout à l'heure, on a eu une conférence d'homéopathie. Je vous assure que la plupart des homéopathes utilisent ce qu'on appelle les oligoéléments, c'est-à-dire du sélénium, du zinc, du cuivre, du manganèse, etc. Eh bien, je vous assure que si on leur enlève ces oligoéléments, leur traitement va tomber en efficacité considérablement. La plupart des homéopathes utilisent des oligoéléments. Et quand je suis arrivé en France, parce que je suis belge d'origine, il y a une quinzaine d'années, ces oligoéléments étaient remboursés. Et je peux vous en dire, je prescrivais des litres. Et les résultats, vous voyez que les gens fonctionnent mieux, deviennent moins malades. Parce que le drame de notre médecine que nous avons appris, c'est une médecine de la maladie. Et j'admire ce que la médecine fait. Jamais je ne renierai cette médecine absolument qui fait des choses prodigieuses, et tout particulièrement en chirurgie. La chirurgie, je pense, est un domaine les plus merveilleux de la médecine et les plus efficaces. Mais le problème de cette médecine, elle ne vient pas suffisamment travailler au niveau de la santé. C'est une médecine de la maladie et pas suffisamment une médecine de la santé. Et donc Hippocrate avait compris que ton alimentation soit ton premier médicament. Et puis ce qui va nous intéresser surtout ce soir, c'est la deuxième partie. La force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Ce qui me fait dire souvent à mes patients, le médecin, il est là aussi. Il n'est pas qu'ici, il est là. Ça dérange parce que ça implique de mobiliser les ressources du patient. Et ça, c'est évidemment pas toujours facile, parce que plutôt que d'être retranché derrière son bureau avec nos prescriptions, nos techniques, etc., il faut s'impliquer chez le patient, dans son monde à lui, dans sa réalité à lui. Il n'y a pas deux façons identiques. Donc, ça implique un investissement personnel. Mais pour moi, un médecin qui n'est pas capable de coacher son patient, il lui manque une case. Mitterrand disait, et j'aime bien cette phrase, « Les médicaments ont sur moi le pouvoir que je leur donne ». Bon, venant de Mitterrand, ce n'est pas étonnant, mais toujours est-il qu'il y a un grand fond de vérité. Et quand vous voyez ces notions de foi, d'effet placebo, etc., mais ça met en marche cette force intérieure. Parce que l'effet placebo, il est temps qu'on sorte
du mépris et de la moquerie de ce terme. Tout d'abord, c'est dire que je plairais. Mais c'est génial, si je peux plaire, tant mieux, faisons-le. Et si on peut mobiliser des ressources du patient, et vous allez voir que ça s'appuie sur des réalités anatomiques, neuroanatomiques et neurophysiologiques, qui sont scandaleusement méprisées en faculté, eh bien, vous allez orienter le patient vers la santé. Alors, donc, je disais, c'est un résumé, si je dis une ligne grande vitesse de la santé, ça va intégrer bien sûr un travail au niveau de la chimie de l'organisme, notamment par la prescription d'oligo-éléments, de minéraux, de vitamines, rétablir des équilibres oméga 3, oméga 6 corrects, parce que comme dit très bien Luc Montagnier, que je connais personnellement, pour Luc Montagnier, un des grands dénominateurs communs des maladies actuelles, de toutes les maladies actuelles, c'est d'une part le stress oxydatif, mais aussi l'état inflammatoire. Et plus vous avez un excès d'oméga 6 par rapport aux acides gras essentiels, c'est-à-dire qu'on ne synthétise pas nous-mêmes, plus vous avez un excès d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, plus vous orientez le métabolisme vers l'inflammation, parce que ce sont des molécules précurseurs des molécules pro-inflammatoires, alors que les oméga 3, c'est l'inverse. Donc, d'une part, un travail sur la chimie, et d'autre part, un travail sur le cerveau émotionnel que vous voyez ici en orange, dont on va parler dans un instant. On peut aller plus loin, mais ça, on n'y touchera pas ce soir. Ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine quantique, basée sur les découvertes de la physique quantique, c'est terminer de penser que nos petites pensées, là, ça se limite à notre cerveau. Quand nous pensons, nous émettons. Quand vous pensez, vous émettez. Et il y a des gens qui vont recevoir ces vibrations que vous émettez. Il faut savoir, pendant que nous parlons, pendant que vous m'écoutez, eh bien, 95% de nos cerveaux, tout se passe de façon inconsciente. Donc, je vais dire, la marge, elle est de 1%. Certains considèrent que l'activité cérébrale consciente, c'est 1% de l'activité du cerveau. D'autres disent 10%. Donc, on va faire la moitié. Disons que 95% de l'activité de notre cerveau se passe de façon inconsciente. Donc, ça devrait nous amener à beaucoup d'humilité. Et puis, une dimension spirituelle. Mais j'en toucherai un mot tout à l'heure. La cellule, donc une gigantesque usine de chimie, c'est des milliards de réactions chimiques à chaque seconde dans le corps humain. Et vous voyez qu'il y a une multitude de récepteurs, on ne va pas entrer dans les détails. Cette cellule est en communication permanente avec le monde extérieur. Avec ce qui se passe, les sécrétions hormonales qui vont se fixer sur un récepteur, un messager extérieur qui arrive, qui entre dans la cellule, qui arrive jusqu'au noyau, et le noyau déclenche la synthèse de substances en fonction des messages qu'il reçoit. 60 000 milliards de cellules, pilotées par 23 paires de chromosomes. Ce que je vous disais tout à l'heure, une usine de chimie qui est catalysée, ces réactions chimiques sont catalysées par des enzymes. Maintenant, on va en venir sur un sujet qui vous intéresse tous. Et je voudrais me demander comment se fait-il que des gens qui, après 30 ans, 40 ans de pratique médicale, aussi brillants ont-ils pu être dans leur pratique, n'ont pas pu constater, ne se sont pas remis en question en observant que la vie affective et les charges émotionnelles qu'un patient peut rencontrer dans sa vie vont influencer sa santé. C'est une aberration. Ou il manque une case, ou ils sont lobotomisés, ou alors c'est les études qui sont à revoir, ce que je pense. Parce que le langage populaire est très précis, en fait. D'abord, on dit « ça me rend malade ». Et si on va plus loin, c'est toutes ces expressions populaires qui traduisent très bien ce qui se passe à l'étage cérébral et à l'étage et les répercussions que ça a au niveau physique. J'en ai plein le dos, j'ai une dent contre telle personne, ça me ronge, j'étouffe, j'ai les nerfs à fleur de peau, etc. Et pour toutes ces expressions, je pourrais vous donner des exemples, mais catastrophiques. Le cerveau émotionnel, il peut tuer. Et derrière le cerveau émotionnel que vous voyez ici, donc c'est un ensemble de structures cérébrales, on ne va pas les détailler. Retenez simplement qu'il y a l'hippocampe, qui est essentiel dans la mémoire, et que vous avez les amygdales cérébrales, l'amygdale cérébrale qui intervient dans l'anxiété, qui intervient aussi dans la colère, etc. Donc, les émotions, notre vie affective s'appuie sur des réalités anatomiques, neuroanatomiques, s'appuie sur des réalités neurophysiologiques. Nous travaillons en médecine comme si ça n'existait pas.
Et je vous le répète, j'ai une profonde admiration pour tout ce qui peut se faire en médecine aujourd'hui. C'est absolument fabuleux et remarquable. Mais on pourrait aller tellement plus loin et prévenir tellement de maladies, améliorer tellement la santé des gens si on prenait en considération cette dimension, qui est la réalité. C'est pour ça que je me sens très à l'aise de parler de ça avec mes confrères, aussi haut gradés soient-ils intellectuellement, parce que c'est la réalité anatomique. Et vous pouvez faire qu'un médecin fasse toutes ces analyses, tous ces examens complémentaires, ces interventions chirurgicales, ces traitements médicamenteux, s'il ne prend pas ça en compte, il fait la moitié de son travail. Je dis la moitié. J'ai une patiente, par exemple, braquée dans la poste où elle travaillait par des gangsters. Elle a développé du psoriasis sur tout le corps du jour au lendemain. C'est quand même pas difficile de voir le lien. Statistiquement, c'est peut-être pas très parlant, admettons-le. Donc, c'est primordial le constat. Réalité anatomique, réalité neurophysiologique, c'est là. Nous travaillons comme si ça n'existait pas. Dans ce pays, la devise, c'est liberté, égalité, fraternité. Plus on va introduire de la fraternité, de l'empathie, de la compassion, de l'affection, de l'intérêt pour son patient, plus on va entrer dans son monde, dans sa réalité à lui, plus nous aurons des résultats. Je prends un exemple. Une patiente qui était opérée d'une hanche, banale, une prothèse totale de hanche, l'opération se passe très bien, et puis elle a mal, des douleurs, elle reste à l'hôpital sous morphine, etc. Et il y a un infirmier qui a la gentillesse de s'asseoir sur son lit, lui caresser un peu l'épaule et lui dire « Madame, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie ?» Elle se met à pleurer, elle raconte un peu sa vie, ça a pris un quart d'heure, 20 minutes, mais le soir, on a arrêté la morphine. Des exemples comme ça, je peux vous en sortir des tas. Ça va très loin. Vous avez un homme d'affaires belge, Guy Maréchal, qui est sorti du coma comme ça, et qui a écrit un livre absolument fabuleux, qui est d'ailleurs préfacé par Robert Dion, qui est un tout grand chirurgien cardiaque belge, mondialement connu. Donc, vous avez Ben Alexander, aussi neurochirurgien américain, qui est tombé dans une méningite foudroyante suite à une infection à Escherichia coli. C'était mortel. Au bout d'une semaine, il était vraiment comme une plante. Et condamné, de toute façon, on disait, s'il en sort, c'est un légume, maximum. Et une semaine après, son fils qui est là, papa revient, il lui ouvre les yeux, il le touche, etc. Et dans les heures qui suivent, cet homme sort du coma brutalement. Donc vous voyez que c'est un mot comme la tendresse, comme l'affection, comme l'empathie, ça a toute sa place en médecine, parce qu'il y a un support médical, il y a un support anatomique. Regardez, il a été question tout à l'heure du système urogénital, de la vessie, etc. Eh bien, ces organes sont connectés, sont sous l'influence du cerveau émotionnel. Comment ? Parce que par voie... Tout le système, nos organes sont pilotés par ce qu'on appelle le système nerveux autonome, qui n'est absolument pas autonome. Il a un autre nom, système nerveux neurovégétatif, qui échappe à la conscience, en tout cas quand il travaille en silence, quand il n'est pas malade. Et il est fait de deux systèmes antagonistes, parasympathiques, orthosympathiques. L'un accélère, l'autre ralentit selon les organes concernés. Eh bien, cet équilibre neurovégétatif est sous l'influence directe du cerveau émotionnel via l'hypothalamus, parce que c'est l'hypothalamus qui commande ce système neurovégétatif. Et donc, vous voyez tout de suite, je pourrais vous le remontrer, je vais vous le montrer, ouais, l'hypothalamus fait partie de ce système émotionnel, de ce système affectif. Donc vos émotions, tout de suite, vont aller influencer le fonctionnement de vos organes. Les pipis, les palpitations, les diarrhées ou la constipation, etc. C'est en permanence sous l'influence de ce qui se passe à l'étage émotionnel. C'est pour ça que j'ai... Voilà. Alors, donc je vous ai montré rapidement ces connexions du système nerveux via l'hypothalamus avec ce fameux système nerveux neurovégétatif. Il y a un livre remarquable, malheureusement difficilement trouvable aujourd'hui, qui s'intitule « Stress, pathologie, immunité » et où on vous montre très bien, qui explique très bien ces liens nerveux, mais non seulement nerveux, mais aussi biochimiques, parce que ce cerveau émotionnel va libérer des neuromédiateurs, c'est-à-dire des substances qui vont être libérées dans le sang et qui vont aller se fixer sur différents organes. Eh bien, par exemple, le système immunitaire est sous l'influence... Beaucoup de cellules du système immunitaire, de globules blancs, si vous voulez plus simplement, ont des récepteurs à des neuromédiateurs qui sont libérés par le système nerveux limbique, ce fameux cerveau affectif. Et à l'inverse, quand le système immunitaire est attaqué par un virus, par une cellule cancéreuse, par une bactérie, etc., il va libérer des substances qu'on appelle
des chémokines, etc., peu importe ces termes de cytokines, etc., pro-inflammatoires, et qui vont informer le cerveau émotionnel qu'on est attaqué. C'est logique. Si une armée est attaquée, le président de la République, il le sait. Et si le président de la République n'a pas le moral et les généraux n'ont pas le moral, l'armée, elle n'a pas le moral non plus. Et vous voyez comment quelqu'un qui n'a pas le moral, il va développer plus facilement des infections. Et je vous assure que c'est vrai, ça se voit. Donc, il y a en permanence, nous baignons dans une soupe de neuromédiateurs qui est le reflet de nos états d'âme, de notre vie émotionnelle, de notre vie affective, consciente ou inconsciente, passée ou présente, et en grande partie inconsciente. Et je vais vous dire, puisqu'on parle de ça, il y a 3 états d'âme qui sont destructeurs pour l'organisme. 1, la culpabilité. La culpabilité est destructrice. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se remettre en question et justifier tous ses actes, ce n'est pas ça du tout. Mais la culpabilité, une fois que ça finit par vous ronger, le remords qui est poussé à l'extrême, ça peut vous foutre des maladies graves et cancéreuses. Je n'ai pas le temps de donner des exemples, ces exemples que je rencontre tout au long de la pratique, parce que ça devient un réflexe. Autrefois, ça me prenait une demi-heure pour pouvoir, voire plus, 3/4 d'heure de consultation pour pouvoir aller chercher l'élément. Aujourd'hui, il me faut 5-10 minutes, pas plus. Donc, j'ai dit la culpabilité. J'ai une amie qui un jour a fait un faux pas. Elle a tellement culpabilisé, en 15 jours, elle a développé une masse, chirurgienne cardiaque. Elle a développé une masse dans son sein. Elle a refusé la biopsie parce que c'était suspect, mais pas certain. Et 1 an après, ses 3 filles lui ont dit « Maman, on a marre de vivre avec toi, on va aller vivre avec papa. » Château, piscine, etc. Plein de fric. Et culpabilité, colère, chagrin, angoisse. Sa masse avait diminué comme un petit pois. Et quand il y a eu cette histoire avec ses filles, ce petit pois a reflambé. Elle a accepté la biopsie, c'était positif, on lui a enlevé le sein. Vous voyez la culpabilité, vous voyez les états d'âme, jusqu'où ça va. Deuxième point, la colère. La colère, elle est légitime, elle est saine. Et ça vaut la peine de casser un truc ou quoi si on est en colère. Mais ce qui devient destructeur, c'est la colère qui évolue vers la haine, vers la rancœur, vers la rancune. C'est aussi quelque chose qui va vous ronger. Et 3e état d'âme, ce qui correspond à l'animal qui fait le mort, vous êtes paralysé, vous subissez des agressions, vous ne réagissez pas, vous encaissez les coups, et vous n'essayez pas réagir, vous vous éteignez. J'ai une tante qui a été prise dans un accident de voiture sur l'autoroute, une 30aine de voitures, pas un mort, pas un blessé, rien. Elle n'avait rien du tout, mais était bloquée dans sa voiture. Panique totale, 15 jours après, elle devenait jaune, elle développait un cancer des voies biliaires, elle en est d'ailleurs décédée. Donc, sans doute, nous avons tous des cellules cancéreuses qui se baladent plus ou moins en préparation, probable. Mais si, là au-dessus, dans le cerveau limbique, il y a une bombe qui sort, ça flambe. Et ça, c'est primordial de le comprendre. C'est ça, je pense, on est en amont de la prévention, telle que vous l'avez expliqué tout à l'heure, parce que c'est une prévention où on détecte déjà la maladie. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on n'ait pas à détecter ? Alors, donc, je vous ai dit, le système immunitaire, vous avez des globules blancs ici, qui sont influencés par des neuromédiateurs libérés par ce cerveau affectif. Les douleurs, s'il y a bien une raison qui nous amène chez le médecin, ce sont les douleurs. Eh bien, pour la petite histoire sympathique, les voies nerveuses de la douleur sont doubles. Elles arrivent d'une part à un lieu dans le cerveau qui va permettre de localiser l'origine de la douleur, mais en plus, elles arrivent au cerveau limbique. Donc vous comprenez que quand il y a une charge émotionnelle importante, consciente ou inconsciente, des blessures affectives qui s'accumulent, eh bien votre douleur peut flamber considérablement. L'histoire de la patiente dont je vous parlais tout à l'heure, opérée de la hanche. C'est aussi l'histoire d'une dame qui était, on m'a raconté le cas, je ne sais pas ce qu'elle avait. Toujours est-il, elle avait des vives douleurs, sous morphine, etc. Elle était toujours mon petit chien. Et puis une infirmière qui est gentille se dit, mais quoi votre petit chien ? Parce qu'on l'avait amené en urgence à l'hôpital, et son petit chien était resté comme ça, elle se tracassait pour son petit chien. Et quelqu'un de bienveillant dit, où habitez-vous ? Pas très loin de l'hôpital, on était chercher le petit chien, l'appelait, le caresser dans la cour, et on a pu enlever sa morphine. Mais c'est ça le cerveau limbique. Et donc, c'est un devoir en tant que médecin de jouer avec ça, d'aller chercher cette retour. Parce que si ce cerveau limbique peut induire des maladies, le mobiliser peut aussi vous faire sortir de la maladie. Donc, vous voyez, les douleurs influencées directement par votre vie émotionnelle et affective. Ici, je reparle de l'hypothalamus. L'hypothalamus, non seulement pilote le fonctionnement du système nerveux neurovégétatif,
mais en plus c'est un des grands centres de commande pour piloter toute une série de sécrétions hormonales. Et vous imaginez qu'un choc émotionnel peut faire effectivement dérégler complètement un des axes hormonaux, que ce soit au niveau thyroïdien, que ce soit au niveau génital, peu importe. Mais selon les faiblesses de chacun, ça va partir dans une direction ou l'autre. Donc vous voyez, nos sécrétions hormonales aussi sont sous l'influence de notre vie affective. Et quand j'ai un patient de 15 ans qui en 6 mois prend 40 kilos, suite à un divorce extrêmement brutal et violent de ses parents, on peut dire que c'est du hasard. Bien sûr, c'est du hasard. Statistiquement, ce n'est pas parlant. Mais quand vous interrogez l'enfant pour voir comment il a vécu ce divorce, je peux vous donner un autre exemple. C'est un neveu. Ses parents divorcent aussi de façon très violente, brutale. Il avait une vue excellente, cet enfant. Et en quelques semaines, l'institutrice dit aux parents, il y a un problème, je ne sais pas, il faut peut-être voir l'ophtalmologue ou quoi, mais il me semble qu'il est un peu perdu. L'enfant, sa vue a diminué considérable alors qu'il avait 10 sur 10. Et non seulement sa vue a diminué, mais il ne pouvait plus vous regarder comme ça. Il ne regardait plus de face, il regardait comme ça, de côté. Et que dit le langage populaire, de nouveau très justement? Je ne peux pas voir ça, et je ne peux pas voir la réalité en face. Vous voyez que ce langage populaire, vous pouvez prendre toutes les expressions, elles sont extrêmement précises. Et si on prend l'habitude, très vite, on verra qu'en consultation, quand il y a un événement inhabituel de santé qui se passe chez quelqu'un, derrière, il y a un problème affectif ou un choc émotionnel. Et alors, vous allez voir, j'ai développé une anamnèse limbique, mais c'est tout simple. Qu'est-ce que je peux encore dire? Donc, j'ai développé cette notion... Je suis désolé, mais... Non. D'anamnèse limbique. L'anamnèse médicale classique, c'est les antécédents médicaux, les maladies, les antécédents familiaux, etc. Ça, c'est connu, classique et indispensable. L'anamnèse digestive, c'est pas très difficile. Qu'est-ce que vous mangez? Comment vous digérez? Comment sont vos selles? Ça va relativement. Est-ce que vous faites des gaz? Est-ce qu'ils puent, etc. C'est des questions toutes simples. Mais vous savez, on est tous très au stade pipi-caca. Et quand on remet les choses à ce niveau-là, ça simplifie beaucoup, ça décrispe la consultation. Je pense que vous l'avez bien dit tout à l'heure, cher confrère. Donc l'anamnèse limbique, c'est quoi? Il y a 4 zones d'influence dans la vie d'un être humain adulte. D'une part, les relations amicales, sociales, culturelles, sociales, philosophiques, sportives, que sais-je. Une zone. Deuxième zone, professionnelle. Les relations avec son collègue, ses patrons, ses employés, etc. Troisième zone, la famille. D'où vous venez? Est-ce que vous avez eu un père ou un papa? Une mère ou une maman? Et c'est un ami de professeur d'université en Belgique qui m'a dit, qui posait cette question, vous avez eu un père ou un papa? Pardon, docteur? Alors, la première fois, on est un peu maladroit quand on pose cette question-là, mais les réponses, elles vont, une mère ou une maman? Oui, une maman, ça donne des bisous, c'est affectueux. Une mère, c'est pas très affectueux. Et là, déjà, il y a des choses qui sortent. Hein, oui, bon, un père, vous savez, mais une mère, une maman. OK. Déjà, ça vous situe. Et puis, quatrième zone, c'est votre famille actuelle, si vous en avez une. Vous, avec votre vie, on va dire d'épouse, votre vie de maman et votre vie de femme. Alors vous dites, comment ça avec vos enfants? Ah, ça va très bien, docteur. Et avec votre mari? Ça va bien, docteur. Ah bon? Avec vos enfants, ça va très bien, mais avec votre mari, ça va bien. Ben oui, en fait, tout compte fait. Et puis vous tombez sur un truc énorme, quoi. Ça va, tout compte fait. Et vous rajoutez, oui, dans ce cas-là, la vie intime, évidemment, ça va plus aussi bien. Ah ben non, docteur, on n'a presque plus de relation. Et ça aussi, c'est une grande souffrance. Parce que l'intimité, c'est bien plus que la sexualité. On a massacré la sexualité aujourd'hui. Autrefois, c'était les curés qui culpabilisaient la sexualité, donc c'était une sorte de péché, d'interdit. Enfin, c'est encore gai de faire des trucs interdits. Et aujourd'hui, c'est devenu une obligation. Donc les gens, ils sont gavés avec la sexualité. La sexualité est massacrée, alors que normalement, c'est l'expression de la tendresse profonde de deux êtres. Et plus il y a de la tendresse entre deux êtres, plus tout est permis en toute confiance et beaucoup plus épanouissante. La sexualité est massacrée aujourd'hui. Donc voilà cette anamnèse limbique. 4 zones d'influence. C'est quand même vite fait de poser ces questions-là. Et puis il y a une 5e zone, colossale celle-là, encore plus. C'est la relation que vous avez avec vous-même.
Et tant de gens aujourd'hui ont une idée d'eux-mêmes extrêmement négative parce que nous sommes dans un monde de performance, d'apparence et de rendement qui massacre l'être humain. Si les curés autrefois culpabilisaient les gens, ce qui pouvait être dramatique, eh bien aujourd'hui, c'est pas mieux parce que ce système, cette dictature financière qui nous vient des États-Unis, qui a gangréné le monde entier, détruit l'être humain, détruit les enfants. Vous avez le petit enfant qui va à son club de football, qui est tout content. Mais s'il n'a pas marqué, c'est un gros con, un nul, et il rentre chez lui en pleurant, et puis c'est parti. J'ai une fille qui a arrêté la médecine en 2e année. Elle m'a dit, docteur, ma vie est brisée, je suis une moins que rien. C'est terrible. Donc, cette relation que le patient a avec lui-même, elle est colossale. Et mon devoir, c'est de dire aux gens qu'ils sont une merveille. Et je leur donne une ordonnance sur laquelle il y a la photo d'un petit enfant. Et il est écrit dessus, tu es une merveille. C'est d'ailleurs un psaume de la Bible. Tu es une merveille aux yeux de Dieu. Tu es une histoire sacrée. Tu es unique dans l'univers. Tu es un trésor céleste qui est vrai aussi au niveau chimique, au niveau astrophysique, puisque les atomes qui nous composent viennent en partie des étoiles éclatées. Donc c'est en plus vrai d'un point de vue physique et chimique. Tu es une histoire sacrée, unique dans l'univers. Tout est unique dans l'univers. Même 2 atomes ne sont pas identiques. 2 atomes de fer ne sont pas identiques parce que leurs vies électroniques autour ne sont pas identiques au même moment. Donc vous voyez, et puis je rajoute, tu es un chef-d'œuvre. Un être humain, c'est un chef-d'œuvre. Nous sommes le chef-d'œuvre de la création. Même si nous faisons parfois les cons et les gros cons, quand même, nous sommes un chef-d'œuvre. Et ça, je donne cette ordonnance aux patients. Et je vous garantis qu'au moins 1 fois sur 3, sur 4, vous voyez les larmes. Les gens se taisent et repartent avec leur papier. Un être humain, c'est une merveille. Et si ce soir, cette petite communication que je vous fais, parce que j'ai toujours cette arrière-pensée en permanence, parce qu'aujourd'hui, les titres, les diplômes, je n'en ai plus rien à foutre. Un être humain, c'est une merveille. Les chiens sont plus évolués que nous. Nous sommes des sous-évolués. Le chien, il vous fait la fête quand il vous voit, que vous soyez rasé ou pas, brossé les dents ou pas, habillé richement ou pauvrement, un gros compte en banque ou un petit compte en banque, une vieille voiture toute pourrie ou une super voiture, il s'en fout, il vous fait la fête, le chien. Mais nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce qu'on fait entre nous? On se juge, on se critique, on est bourré d'a priori, y compris vis-à-vis de nous-mêmes. Vous trouvez ça très évolué? Dans un pays dont la devise, le 3e mot, c'est la fraternité. Et cette fraternité, elle unit. Comme toutes ces cellules que nous avons vues, elles sont unies les unes aux autres, elles communiquent ensemble. C'est ça que nous devrions faire en société. C'est pour ça que la société est malade. Et plus vous regardez BFM TV et compagnie, plus vous êtes sûr d'entrer en dépression. Et on en arrive à une dépression nationale. Alors, donc voilà cette notion d'anamnèse limbique. Et je dis toujours, on parle beaucoup de l'intelligence, du quotient intellectuel. Ouais, c'est génial, j'ai un quotient intellectuel. Autant, je ne sais pas vous dire le mien, je ne l'ai jamais fait. Mais il y a l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle. La maman qui fait un baiser avec amour à son enfant qu'elle met au lit est au-dessus de toutes les formes d'intelligence. Cette intelligence, elle ne peut pas être prescrite sur ordonnance. Elle ne peut pas être mise en équation mathématique. Elle ne peut pas être mise en unité de mesure physique. Elle ne peut pas être enfermée sous une forme de molécules chimiques, même si elle va entraîner des molécules, des neuromédiateurs différents, selon qu'on soit de l'amour ou pas. Et elle ne peut pas être cotée en bourse. Et pourtant, à la lumière du cerveau limbique, cet amour, l'amitié, la fraternité, la compassion, l'empathie ont toute leur place dans la santé. Je pratique aujourd'hui ce dont je me suis moqué le plus. Après avoir fait 2 ans de chirurgie, et mon rêve, et ça me fait plaisir, vous savez, c'était de faire la chirurgie pédiatrique. Et pour différentes raisons, je n'ai pas pu le faire. Et donc j'ai fait la médecine générale, puis je me suis passionné d'emblée pour la médecine naturelle, mais en gardant les pieds bien sur terre. Et ce que je reproche souvent dans la médecine naturelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent un peu trop haut, quoi. Et donc je pratique aujourd'hui ce dont je me suis moqué le plus, c'est l'auriculothérapie, qu'on doit à un médecin français de Lyon, le docteur Nogier. Ça a été validé d'ailleurs par l'Organisation mondiale de la santé dans les années 90. L'oreille, en fait, n'a rien à voir, l'acupuncture de l'oreille n'a rien à voir avec l'acupuncture chinoise. Moi, il ne faut pas m'ennuyer avec des histoires de... Ça va peut-être en choquer certains. Il ne faut pas m'ennuyer avec des histoires de méridiens, d'énergie. Ça existe sans doute, c'est probable. Mais moi, je suis resté un médecin conventionnel. Et l'oreille est connectée par voie nerveuse
au cerveau, au tronc cérébral, notamment par le nerf vague qui descend notamment au cœur, au poumon, à l'estomac, une partie des intestins, etc. Par le nerf trijumeau qui donne toute la sensibilité de la face et des dents, et puis par le plexus cervical superficiel. C'est-à-dire que vous avez un accès royal au niveau du tronc cérébral, et notamment au niveau du cerveau limbique. Et donc, l'auriculothérapie, dont je me suis moqué abondamment, est un outil remarquable, extrêmement facile à utiliser, avec des toutes petites aiguilles qui restent et qui tombent toutes seules, pour aller travailler notamment sur le cerveau émotionnel, mais avec des actions remarquables sur ce fameux système nerveux neurovégétatif, mais aussi sur les douleurs, etc., sur notamment les migraines, enfin beaucoup de choses. C'est un outil remarquable. Aujourd'hui, c'est devenu, je veux dire, une de mes activités principales, mais pas seulement, parce que la micronutrition, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas contourner cette aide à cette chimie cellulaire sans passer par la micronutrition et la nutrition. Et l'auriculothérapie travaille à un niveau cérébral, informatique, on va dire. Les deux sont totalement complémentaires. Mais quand vous introduisez ces deux choses-là, vraiment la santé de vos patients change. Alors je terminerai par ceci. Est-ce que vous trouvez concevable qu'un professeur d'université de chirurgie qui croise un de ses patients qui lui dit « Vous savez, docteur, il y a 10 ans d'ici, vous m'avez dit que je n'avais plus que pour quelques mois à vivre. Et vous voyez, je suis toujours là. J'ai envoyé tout au diable. Je dis merde à tout, je vais faire ce que j'ai envie. » Je ne donne pas ce conseil-là, évidemment, si on vous dit que vous n'en avez plus pour longtemps. Il faut quand même rester les pieds sur terre, avec une main quand même dans la médecine conventionnelle, mais pas les yeux fermés. Jusqu'à entendre parfois dire un cancérologue qui va vous sortir, mais je me demande comment il tient encore debout avec toutes les chimiothérapies que je lui ai faites. Il ne faut pas qu'on en arrive à des extrêmes pareils. Donc oui, à la médecine, mais il vient à un moment donné, quand la médecine ne peut plus rien, il reste encore des ressources là-dedans qui sont à utiliser. Hein. Et j'aime bien De Gaulle quand il disait « il y a dans l'univers toutes les forces qu'il faut pour venir à bout d'un ennemi ». Et donc, quelle devrait être l'attitude d'un médecin, d'un scientifique qui rencontre un patient comme ça ? Attends, s'arrête bien. On va se voir, on va boire un verre, je vous invite au resto, on s'arrête, ou vous venez chez moi, on discute. Mais ça interpelle. Quand on m'a dit un jour dans mon cabinet, « Docteur, ça vous intéresse de rencontrer quelqu'un qui est miraculé, condamné, cancer, 30 kilos, condamné, ne pouvait plus être opéré, un cancer du côlon, etc., avec des métastases, tout ce qu'on veut. » Ben, j'ai dit oui, qu'est-ce que je fais en tant que scientifique? Ça ne m'intéresse pas, c'est l'histoire de curé, lourd, tout ça, j'en ai rien à foutre. Mais non, en tant que scientifique, mon devoir, c'est de me dire qu'est-ce que cette personne peut m'apprendre que je ne connais pas. Ça m'intéresse. Autrefois, les gens qui étaient miraculés, j'entendais des cas comme ça, mais je n'avais jamais rencontré. Et cette dame, ça a été le point de départ. Forcément, j'ai accepté. J'ai discuté 2 heures avec elle. Ça m'a interpellé. Et puis, par différentes circonstances, rencontres, etc., on m'a demandé de faire partie d'une commission médicale dans les Hautes-Alpes, à Notre-Dame-du-Lot, qui est un lieu de pèlerinage pour les malades. Et vous avez des guérisons, effectivement, tout à fait inexpliquées, et beaucoup plus qu'on ne croit. Seulement, qu'est-ce que j'ai vu? C'est que les critères de Lourdes m'agacent considérablement. Ce qui est sûr, c'est que par rapport à la lumière du cerveau limbique dont je vous ai parlé, la foi peut être un outil absolument remarquable pour mobiliser ces ressources du patient, orienter ce cerveau limbique, ce cerveau émotionnel, ce cerveau affectif dont les répercussions sont colossales, notamment sur le système immunitaire, pour inverser la balance. Je vous remercie.